Alors vendre, ce n'est pas qu'un métier, c'est aussi une compétence de vie, Barton, hein. On le fait tous, tout le temps, hein, quand on demande une augmentation, quand on veut convaincre un collègue, hein. Et tu dis aussi qu'on peut apprendre à bien le faire, Oui, assez souvent. Et il y a une dimension de communication également dans la vente. c'est vrai. Alors la question c'est, qu'est-ce qui différencie un bon communicant d'un bon vendeur? Qu'est-ce qui différencie un bon communicant d'un bon vendeur? La première chose, je dirais, le bon vendeur, il sait se taire. Alors que le bon communicant, lui, il est là pour parler. Il va plutôt être sur la forme. Alors que le commercial, normalement, ou le bon vendeur, il va plutôt être sur le fond. Il écoute. Donc la première distinction, elle est vraiment là. Le bon communicant, si je prends des bons communicants connus, les hommes politiques sont de très très bons communicants. Est-ce qu'ils sont là pour écouter? J'en ai pas le sentiment. Est-ce qu'ils sont là pour être dans la forme? J'en ai plutôt l'impression. Est-ce qu'ils utilisent également des techniques, de la rhétorique? Oui, oui, ils utilisent de la rhétorique. Et c'est pour ça qu'en fait, le bon commercial ne doit pas être un homme politique. Il ne doit pas être là pour être un bon communicant dans ce sens-là. Il doit être là avant tout pour s'intéresser au fond, plus qu'à la forme, bien qu'il doit bien sûr savoir mettre en forme, mais son job premier, c'est d'écouter. Et c'est d'écouter l'autre. Et puis, le job d'un commercial, c'est aussi de se mettre à la place de l'autre. Et bien, pour réussir à se mettre à la place de l'autre, il faut poser des questions, il faut reformuler, il faut écouter. Et quand on arrive à se mettre à la place de son interlocuteur, de son interlocutrice, eh bien, ce qu'on va rechercher, c'est l'adéquation. Et quelle adéquation est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher l'adéquation entre ce que l'autre personne va nous exprimer et ce que nous, on peut lui apporter. Et puis, le commercial, normalement, il prend le risque du refus. Le communicant, s'il a bien travaillé sa communication, si son message publicitaire ou son message politique est bien fait, globalement, il va atteindre son but. Si on passe sur la partie politique, effectivement, il va avoir beaucoup de non, beaucoup de rejets. Maintenant, son électorat, qui est sa cible, lui, va recevoir le message et va l'accepter. Donc c'est pour ça qu'un message publicitaire, de la même manière, la forme va être hyper importante. Et donc ce commercial qui prend le risque du refus, il est là avant tout pour proposer, alors que le communicant, il est plutôt là pour diffuser. C'est vraiment deux métiers très différents. Et puis le commercial, il est là pour engager un processus. Il est là pour faire cheminer l'autre. On est là avant tout pour accompagner une personne à prendre conscience. Parce que parfois, on va rencontrer des interlocuteurs, des interlocutrices, des entreprises qui ont un problème, mais qui n'en ont pas conscience. Ou qui nous appellent afin de nous acheter quelque chose de très précis. Sauf que parfois, ce qu'ils souhaitent nous acheter, en fait, ne correspond pas à leurs problématiques, ne correspond pas à ce dont ils ont réellement besoin. Et il est là tout le rôle du commercial. Ce n'est pas d'arriver, je sais pas, on dit j'ai besoin d'acheter une voiture rouge. Ok, très bien, donc vous voulez une voiture rouge, mais qu'est-ce qui fait que vous avez besoin d'une voiture rouge? Mais qu'est-ce qui fait qu'il faut qu'elle soit rouge? Puis qu'est-ce qui fait qu'il faut que ce soit une voiture? Quelle utilisation est-ce que vous allez en faire? Et ainsi de suite pour creuser, pour l'amener à la prise de conscience et qu'effectivement, à un moment, peut-être, il se rende compte que ce n'était pas d'une voiture rouge dont il avait besoin, mais plutôt d'un vélo cargo. Mais peu importe. Et donc c'est vraiment ça la différence entre le bon communicant et le bon commercial. Le bon communicant, il cherche à placer son produit, à placer son service, à placer son idée, alors que le bon commercial, lui, il cherche à comprendre ce dont la personne a réellement besoin. Donc un commercial, il va créer une dynamique, en fait, faire cheminer l'autre, Exactement. par rapport à un communicant qui va lui soigner la forme, alors que le vendeur va comprendre le fond, finalement. C'est ça la différence entre les deux, le communicant et le vendeur, hein. Exactement. Et tu dis que vendre, ça sert donc à tout le monde, hein, dans la vie de tous les jours. Et est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Eh bien, pour tous ceux qui ont des parents, vendre le fait à son enfant de mettre ses chaussures, vendre le fait à son enfant de manger les épinards, peu importe ce qu'on lui a servi. C'est vendre une idée. On est en réunion, les gens ne sont pas forcément d'accord, on a un projet qui nous tient à cœur, puis on a envie de le vendre. On est dans cette même réunion et un tel nous dit qu'il a besoin de telle présentation pour tel jour, on va se mettre d'accord sur un délai. En fait, on passe notre temps à vendre et à négocier. On le fait avec soi-même, on le fait avec les autres, on le fait dans la vie personnelle, on le fait dans la vie professionnelle. Et la vente, au final, c'est pas une fonction, c'est une compétence sociale. Ça reste de la pure compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille, ça s'acquiert, ça se modifie,
ça s'amplifie. Ne pas confondre avec une aptitude. Certains ont des aptitudes naturelles à être à la vente. Pourquoi? Parce que naturellement ils sont curieux, naturellement ils s'intéressent aux autres, naturellement ils posent des questions. Mais ceux qui n'ont pas ces aptitudes, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'aptitude que tu n'es pas en capacité de travailler la compétence. Et donc c'est vraiment cette idée de se dire, globalement, la vente elle est présente partout dans la vie. Eh bien il faut que je le travaille. Et comment est-ce que je peux le travailler? De manière très simple, questionner, proposer, reformuler. Et puis la vie, la vente, c'est quand même réussir à, dans les relations, à mettre un pont entre mes intentions et tes contraintes. Ou inversement, tes intentions ou mes contraintes. Et faire en sorte que tout ça converge. Si je reprends le cas de l'enfant qui le matin ne veut pas mettre ses chaussures alors qu'il doit aller à l'école. Ma contrainte, c'est qu'il faut que j'aille au bureau et que j'ai peut-être un rendez-vous à une certaine heure. Et mon autre contrainte, c'est aussi qu'à un moment, l'école va fermer. Dans ce moment-là, l'intention de mon enfant, il a peut-être quelque chose à m'exprimer, parce que c'est peut-être juste une excuse de ne pas vouloir mettre ses chaussures. Peut-être qu'il veut me faire chier, peut-être qu'il n'a pas envie d'y aller à l'école, ou peut-être tout simplement qu'il demande de l'attention. Et donc dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Se mettre à la hauteur de l'enfant et lui poser une question simple. Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas mettre tes chaussures? Et en quoi est-ce que je pourrais t'aider? Et donc en fait, on se rend compte que la vente, eh bien, c'est un outil de survie. C'est un outil de survie dans les relations où d'un côté il y a les intentions, de l'autre côté il y a les contraintes, des intentions divergentes et des contraintes divergentes. Et plus tu vends, moins tu subis. Donc en fait, c'est à nous de choisir. Dans la vie, tu as envie de quoi? Tu as envie de subir ta vie ou tu as envie de la choisir? Eh bien, si tu as envie de choisir ta vie, moi je t'invite à un truc très simple. Apprends à vendre. Et pour vendre, écoute l'autre, comprends ce dont il a besoin, apporte-lui sur un plateau. Donc vendre, c'est une compétence qu'on peut acquérir, on est d'accord. Oui. Et est-ce que vendre, c'est comprendre? Est-ce que vendre, c'est comprendre? Oui, vendre, c'est comprendre. Vendre, ce n'est pas convaincre. On se met à convaincre à partir du moment où on a compris. Mais si tu n'as pas compris ce dont j'ai besoin, si je ne comprends pas ce dont tu as besoin, enfin, je sais pas, tu peux essayer de faire rentrer un boulon rond dans un trou carré, ça ne marchera jamais. Donc oui, la base de la vente, c'est la compréhension de l'autre. Et pour arriver à cette compréhension, il faut s'intéresser à l'autre, il faut être centré sur l'autre, il faut essayer de rentrer en relation par quelconque moyen. Et aussi, on peut se vendre soi-même. Tu Ouais. m'as dit un jour que se vendre, c'est se découvrir. Et pourquoi c'est si peu enseigné et pourquoi c'est si fondamental finalement de se vendre? Écoute, moi je suis convaincu que dans la vente, il y a 3 piliers. La connaissance, la croyance et la répétition. Et dans la connaissance, ça va être principalement la connaissance de soi. Et la connaissance également de l'autre. Et après derrière, de ce qu'on vend, évidemment. Mais si je reste concentré sur la connaissance de soi, c'est savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui est bon pour nous, comment est-ce qu'on réagit dans telle ou telle situation. Connais-toi toi-même, je crois que c'est Confucius qui disait ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et on se confronte à soi-même, on se confronte à sa posture, on se confronte au rejet, on se confronte au besoin d'être aimé. Donc si on en revient même à ce qu'on disait dans un autre de nos épisodes, l'idée du rejet, l'idée du non, eh bien un commercial va y être confronté. À partir du moment où tu te connais, où tu sais comment tu vas réagir par rapport à telle situation, eh bien tu peux mettre en place des routines, des process qui vont te permettre de mieux accepter ça. Et puis, il ne faut pas confondre dans la vente, vendre et manipuler. Et tu vois, dans cette idée, à partir du moment où tu te connais, que tu connais tes valeurs, que tu connais tes principes, que tu as identifié tes croyances, eh bien, à aucun moment tu vas pouvoir aller sur cette dimension-là de manipulation. Tu seras obligé de rester fidèle à tes valeurs et fidèle à tes croyances. Et c'est ce qui va être extrêmement important. Parce qu'au final, vendre, c'est s'aligner, c'est être aligné avec soi-même. Et quand je me connais, quand je sais de quoi je parle, quand je sais ce que je vends, eh bien, en fait, je parle avec justesse de ce que je vends. Et au final, la vente, c'est un outil de développement personnel. Parce qu'à partir du moment où tu te connais toi, que tu fais l'effort de connaître l'autre, que tu fais l'effort de connaître ce que tu vends, tu fais cet effort de connaissance, tu fais cet effort d'intérêt. Et à partir de là, eh bien, tu commences à t'ouvrir à d'autres manières de voir. Et qu'est-ce que le développement personnel, si ce n'est une prise de conscience, une prise de hauteur sur un mode de fonctionnement qu'on aura envie de changer? Donc oui, pour moi aujourd'hui, la vente, ça nous confronte à nous-mêmes et ça nous permet aussi de rester ouvert, de rester souriant et de rester connecté à soi et à l'autre.
Et donc, se connaître soi-même permet de mieux vendre. Ouais. Est-ce que vendre permet de mieux se connaître soi-même? Finalement, ça marche dans les deux sens. Oui, un peu comme dans le sport. Mm. Si on fait ce parallèle-là, dans la vente ou dans le sport, on apprend le dépassement de soi. Mm. On apprend à travailler avec les autres, on apprend à opérer avec les autres. Et tu vois, et si je reprends cette dimension de connaissance, de croyance et de répétition, sur la connaissance, eh bien cette dimension de connaissance de soi, des autres, de ce qu'on vend, des techniques de vente, de l'environnement, du marché. Sur la croyance, c'est de croire en soi, c'est de croire dans son manager, c'est de croire dans ce qu'on vend, c'est de croire dans l'équipe avec laquelle on travaille, c'est de croire dans son client également. Et puis après, la répétition, c'est vraiment le fait de s'entraîner et de répéter au maximum une action. Ce qui veut dire que lorsqu'on a tous ces éléments-là, eh bien oui, pour moi, on a une meilleure connaissance de soi et ça nous rend plus performants. Et on parle aussi de croyances limitantes parfois. Oui. Donc là, tu parles de croyances, croire en son produit, croire en soi, Ouais. etc. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la difficulté des croyances limitantes, peut-être face à une vente, peut-être? Face à une vente, il peut y en avoir pas mal des croyances limitantes. Récemment, j'ai fait une intervention devant des conseillers en gestion de patrimoine où l'idée c'était en amont d'identifier leurs croyances limitantes. Et il y en avait un, sa croyance limitante, c'était de dire l'immobilier physique, c'est trop de risques, c'est trop compliqué, on a toujours des problèmes avec les colocataires, et puis également, on risque d'avoir des charges trop importantes. En fait, cette croyance limitante, elle était issue d'une expérience personnelle qu'il avait. Maintenant, ça pouvait l'emmener sur un défaut de conseil. C'est-à-dire que lorsqu'il faisait un rendez-vous patrimonial et qu'il faisait une découverte de ce qu'avait le client, de ses projets de vie, est-ce que cette personne souhaitait préparer sa retraite, accompagner l'étude de ses enfants, profiter de la vie, peu importe le projet qu'elle avait, eh bien lui, c'était de facto un produit qu'il mettait de côté. Alors que peut-être que dans le projet de la personne, c'était ce qu'il fallait mettre en place. Et donc ces croyances limitantes, on va en retrouver plein dans plusieurs métiers et qui vont être en fait intuitu personae. Et si chacun peut se faire accompagner par un coach ou par toute autre personne qui est dans le métier de la relation, il pourra identifier ses croyances limitantes. Et le principe d'une croyance, c'est qu'il y a un fait, enfin qu'il y a quelque chose en tout cas qui va nous déclencher la croyance, qui derrière va déclencher un comportement et qui ensuite va entraîner un résultat. Et très souvent, ce résultat va renforcer la croyance. C'est le principe de la boucle auto-validante. Et identifier ces croyances limitantes, oui, ça peut faire sauter, mais tellement de freins sur la vente. Tu vas avoir des croyances sur la légitimité, enfin, il y en a toute une kyrielle, mais qui à chaque fois sont propres à chacun. Et finalement, cibler ses propres croyances limitantes, c'est un peu se découvrir soi-même, en fait. Finalement, ça fait partie de ce processus. Mais c'est exactement ça, Régis. C'est exactement ça. Identifier ses croyances limitantes, c'est se découvrir soi-même et c'est se permettre, c'est s'autoriser derrière à peut-être faire des choses sur lesquelles on ne s'en croyait pas capable. Et ouais, c'est un vrai exercice de découverte de soi. C'est un vrai exercice de découverte de soi. Et parallèlement à ça, dans ce genre d'exercice, on peut aussi découvrir des croyances aidantes. Oui. Et tu vois, si je reprends cette intervention auprès de conseillers en gestion de patrimoine, eh bien, une croyance aidante que j'ai adorée. La personne, pour elle, en France, nous n'avons aucune éducation financière. Et donc, pour elle, son métier, c'est de faire de la pédagogie financière. Écoute, Régis, quand tu es convaincu que ce que tu fais, c'est pas vendre une solution financière, une assurance vie, de la pierre papier ou que sais-je, mais que tu es là pour faire de la pédagogie financière et éduquer tes interlocuteurs, mais t'imagines avec quelle force tu arrives en vente? Tu as cette croyance, donc tu as effectivement eu la connaissance d'identifier cette croyance aidante, peut-être d'avoir fait sauter une ou deux croyances limitantes, et donc grâce à ça, tu arrives en rendez-vous, mais tu es inarrêtable. Donc en fait, c'est important d'avoir du sens dans ce qu'on vend, qu'il y ait du sens aussi, qu'on croit en son produit, hein, tu en parlais tout à l'heure. Le sens, c'est fondamental. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, l'autre va le ressentir, et puis en plus, tu n'auras pas l'énergie pour le faire, Régis. Tu n'auras pas l'énergie pour le faire. Tu le vois bien, les gens, on a tous des personnes autour de nous qui ne sont pas épanouies ou qui nous disent « non, il n'y a pas de sens dans ce que je fais, j'ai pas de sens au travail ». Ces gens-là, au final, vont se retrouver improductifs au boulot. Et encore plus dans la vente, où tu es un métier exposé. Si tu ne crois pas, on va le sentir. Et si on le sent, on ne t'achètera pas. Parce qu'en fait, si tu n'y crois pas toi-même, comment tu vas me convaincre? Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est en étant soi-même convaincu que l'on convainc plus facilement les autres. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu vends, tu ne vendras pas. D'ailleurs, c'est valable dans tous les métiers. Dans tous les métiers. Et la vente, c'est un levier pour tous les métiers d'ailleurs. Ouais. Et est-ce que tu penses vraiment que ça peut aider n'importe qui,
même hors du commerce finalement, la vente? Écoute, on l'a vu dans le cadre familial, mais si je le prends, tiens, un secteur d'activité que je connais peu, mais j'y étais confronté dans ma vie personnelle, le soin. Une infirmière. Il y a parfois des soins, les personnes, ils n'ont pas réellement envie de les recevoir. Ok. Donc, qu'est-ce qui va faire que tu vas plus facilement accepter un soin qui sera plus ou moins sympa? Bah, moi, je suis convaincu qu'au-delà de la volonté de guérir, c'est la qualité de la relation que tu vas pouvoir développer avec la soignante. Tu vois, quand tu commences à être âgé, bah, parfois tu peux avoir besoin d'aide pour ta toilette. Ok. Eh bien, qu'est-ce qui va faire que tu vas passer ce moment de manière correcte ou pas? Bah, je pense que ça va être la qualité de la relation. Et donc, un métier comme les soignants, où on est dans un métier de relation, je pense que là, il est effectivement très très important d'être dans la qualité de relation pour pouvoir accompagner. Et c'est de la vente. C'est de la vente de soi, c'est de la création de relations, c'est de la création de confiance, c'est de la création d'une bulle de sécurité dans laquelle on va se sentir bien. Et en fait, des métiers d'accompagnement, il y en a plein. Le management est un métier d'accompagnement en tant que tel. Vendre un projet, vendre une promotion, vendre une transformation, et Dieu sait que dans les entreprises, il y a des transformations. Ce qui va passer, c'est au-delà de la manière dont tu vas le présenter. Donc, on en revient à cette dimension de bon communicant. En fait, c'est la manière dont tu vas le vendre. Et avant de pouvoir vendre ton projet de transformation, écoute l'autre. Parce qu'il en a déjà entendu parler. Donc, qu'est-ce que ça lui fait, lui, ce projet de transformation? Comment est-ce qu'il se projette? Et puis, comment est-ce que tu pourrais l'aider à mieux se projeter? Et même des RH, ils ont beaucoup de projets de transformation. Et avant que le manager aille en parler aux salariés, ils en ont certainement parlé aux RH. Donc, au final, je dirais même la vente, ça devient, dans tous ces métiers-là, ça devient un levier de coopération. Et ça permet quoi? Ça permet de construire ensemble. Et quand on construit ensemble, ça permet quoi derrière? De décider ensemble. Et à partir du moment où on a coopéré, où on s'est mis d'accord et qu'on a pris une décision ensemble, qu'on s'est engagé ensemble, globalement la décision elle va être tenue. Donc en fait, vendre, c'est vraiment un levier finalement de coopération, et on Ouais. le disait dans le premier épisode, je crois, que finalement c'est une relation C'est qu'on une va relation. bâtir en fait avec la personne, et on peut ouvrir des portes aussi avec la vente, Oui. et est-ce qu'on peut réussir à plus oser dans la vie aussi? Oui, je pense qu'on peut réussir à plus oser dans la vie parce que comme il y a cette dimension de connaissance de soi, plus tu te connais, moins tu as peur, moins tu as de croyances, plus tu y vas et tu les fais sauter tes peurs. Et puis, il y a aussi autre chose. On passe du temps en relation, on passe du temps à échanger. Et en fait aussi dans ces échanges, on apprend à se connaître parce qu'il y a ce que l'autre nous renvoie. Il y a tout cet effet miroir. Et puis, oui, ça permet vraiment ça. Ça permet vraiment ça, Régis, tu l'as très bien résumé. Et en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais rajouter justement par rapport à cet épisode, un point sur lequel tu aimerais insister, qu'on a vu dans cet épisode numéro 3? Moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus en termes de conclusion, c'est un vendeur ne vend pas une glace à un Esquimau. Un vendeur, ce n'est pas Jean-Claude Convenant. Un vendeur, ce n'est pas le loup de Wall Street. La vente, c'est un beau métier et c'est avant tout de la relation. Donc moi, ce que je vous invite, si vous avez envie de passer d'une vie où vous subissez une vie où vous agissez, formez-vous à la vente, mais pas pour à tout prix faire ce que vous avez envie de faire, mais pour déjà arriver à écouter l'autre, arriver à le comprendre et arriver à bien communiquer avec lui. Et à partir du moment où vous arriverez à bien communiquer, vous arriverez à bien coopérer. Et une fois que vous saurez coopérer, vous pourrez construire ensemble et décider. En fait, la vente, au final, ça arrive à un compromis. On parle bien du compromis de vente. Les mots ne sont pas anodins, Régis. Merci Barton, en tout cas pour toutes ces astuces que tu as données à nos auditeurs qui seront ravis de les utiliser. Voilà, vendre, c'est une relation, Ouais. vraiment une coopération. Merci Régis. Merci à toi.